Ah ben, c'est Je reparti. refais. Allez. Non mais vous êtes habitués maintenant, j'ai souvent des soucis de micro. Voilà. Donc je disais bonsoir. Ce soir, c'est pas un apéro littéraire, comme vous avez l'habitude. C'est une rencontre où on va parler de la connaissance de soi et de la représentation de soi à travers l'écriture avec Élise. Bonsoir. Voilà, bonsoir bis. Et Miel. Salut. Encore. Voilà. Salut Shadoniste et merci pour ton retour. Du coup, comment ce sujet, comment j'ai eu l'envie d'aborder ce sujet. Moi déjà c'est un sujet qui me parle, vu que j'accorde une grande importance à la voix de l'auteur, à la voix des personnages aussi à travers les récits. Et puis je viens de là à la base de l'écriture aussi comme chemin de connaissance de soi. Et puis il s'est avéré que je donne des cours et lors d'un cours de philosophie avec un élève, on a abordé un texte d'Hegel qui parlait du besoin de l'art. Et Hegel, il a une idée assez intéressante sur la question, qui est que en fait, comme l'homme est doté d'une double nature, c'est-à-dire que c'est un être conscient, donc il est le sujet de ses actions, il est sujet, et en même temps, il peut se prendre comme objet de sa propre réflexion, donc réfléchir sur lui-même. Et donc, il va avoir cette tendance à rechercher dans ses créations lui-même, en fait, sa trace, c'est-à-dire se reconnaître lui en tant qu'auteur de ses créations. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder ça vis-à-vis de l'écriture. Est-ce qu'il y a ce même besoin dans l'écriture ? Comment est-ce qu'il se manifeste ? Comment est-ce qu'on apprend à se connaître aussi à travers l'écriture ? Alors on va parler de l'écriture non fictionnelle, mais aussi l'écriture de fiction. Et plus généralement, comment l'écriture nous permet-elle de nous saisir, alors à la fois en tant qu'auteur du texte forcément, mais aussi en tant que sujet. Coucou Kumakeo, de 30 secondes, comment ? Pour vous souhaiter une bonne soirée. Merci Kumakeo. Et donc, comme d'habitude, on a pris la température en amont. On vous a posé plusieurs questions. La première, c'était quelle part de vécu vous mettez dans vos récits ? Une question d'Élise, d'ailleurs, merci. Vous avez été 53% à dire que le vécu s'infiltre malgré vous, en fait. C'est pas forcément volontaire. 20% écrivent pas mal d'autofiction. 20% que ce que vous écrivez n'a rien à voir avec votre vécu. Et 7% se disent être 100% dans l'autobiographie, dans une écriture plutôt de soi, quoi. Ensuite, on vous a demandé si votre pratique d'écriture était liée à un désir de connaissance de soi. Et 66% ont répondu que ça avait toujours été un de vos moteurs dans l'écriture. Et 33%, c'est pas vraiment le cas, mais on en apprend en fait toujours beaucoup sur soi quand on écrit. Et dernière question. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert une part de vous dans vos récits, dans vos écrits ? Alors 54% continuent à fond une fois que cette part a été découverte. 31%, c'est la routine, en fait, ça arrive fréquemment. Et 15% s'arrêtent tout de suite. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir les différents avis. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, par rapport à la découverte de la part de soi qui finalement s'infiltre toujours un peu malgré soi ? Est-ce que chez vous c'est quelque chose de volontaire, de conscient ou non ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ou non ? Voilà. Et en passant, dire quelques mots sur vous avant de répondre à ma question. D'ailleurs, je vous remets la commande invité dans le chat. Salut Ashtrun, comment vas-tu ? Hop. Voilà. Pour accéder à la chaîne YouTube de Miel, ainsi qu'à son recueil et à l'Instagram d'Élise. Voilà. Tu peux reformuler la question ? Oui. Première question, qui êtes-vous ? Voilà, vous présentez en quelques mots votre rapport à l'écriture et puis après on parlera des sondages. On reviendra sur les sondages après. J'y vais ? Ouais, ok. Alors, moi je suis Élise. J'ai commencé à travailler dans les mots et dans l'écriture il y a 7 ans exactement.
même si c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie. Mais j'ai l'habitude de dire les mots et les images, parce que je viens de l'histoire de l'art. Avant, j'ai fait beaucoup d'art plastique, un peu de théâtre aussi. Bon, tout ça, c'est ma vie, ma formation et mes passions. Je distingue pas du tout. Je distingue pas du tout ça. Ça fait partie d'un tout. Et en tout cas, aujourd'hui, j'avais choisi le nom d'accompagnatrice en écriture. Je crois que Pauline sera d'accord, parce que j'avais tout un tas de casquettes, écrivain public. Il s'avère que ça ne me correspond pas du tout d'écrire pour autrui. Animatrice d'atelier d'écriture, oui, mais le mot animation, qui est un très beau mot, qui veut dire mettre de la vie dans l'âme, insuffler une existence, insuffler une respiration. J'aime beaucoup, mais je trouve qu'en atelier, on fait plus qu'animer. Il y a un côté guide aussi, qui est un mot qui, je trouve, caractérise aussi ce qui se passe dans les ateliers. Donc accompagnatrice en écriture à Toulouse, quasiment uniquement, en distanciel aussi, par la force des choses. Et je suis aussi dans l'écriture de récits, de recueils de poésie. Là, j'essaye de terminer un roman. Bon, tout ça n'est pas publié, mais depuis les différents sites et les différents outils sociaux, il y a des liens vers certains petits textes. Mais en tout cas, voilà, j'ai un rapport assez fort à la lecture et à l'écriture. Ouais, ça, c'est sûr. Donc moi c'est Miel Pagès. On va dire que j'ai 3 activités principales qui sont l'écriture, la scène et la vidéo. Mon premier recueil, La 7e Lettre, est sorti au mois de mai aux éditions Blast, qui sont des éditions toulousaines, avec un fil rouge féministe, queer, antiraciste. Et l'écriture de soi, je la pratique dans la poésie, dans l'autofiction et dans les vidéos aussi, parce que j'adore la mise en scène et faire des séries, mais je fais aussi des vlogs poèmes, donc je tire des images de ma propre vie. Voilà. Ok, merci. Et quand on parle de représentation de soi, justement, à travers l'écriture, est-ce que vous avez expérimenté ce besoin de vous raconter, ou c'est venu plutôt à votre insu? Et toi, notamment, dans l'animation, par exemple, des ateliers, comment est-ce que ça se manifeste aussi chez les écrivains? Alors, moi, c'est venu d'une manière assez, fulgurante. Alors, c'est un peu présomptueux, mais Brotigan ou Baudelaire, des poètes que j'aime beaucoup, parlent de ces fulgurances, de ces écritures qui passent comme des fusées. Et moi, c'est venu au moment d'un épisode douloureux dans ma vie, et ça m'est tombé dessus alors que je n'avais pas du tout prémédité ça. Et tout ça a été au moment, c'était vraiment concomitant de l'instant où je créais mon activité, après avoir fait différentes activités autour du livre et de l'écrit. Mais du coup, l'écriture est arrivée comme ça, et il s'avère que je n'ai pas du tout projeté que ce soit autobiographique, mais même si c'était poétique, bref, et fulgurant, et que j'ai presque rien retouché, c'était quand même très autobiographique. Il fallait poser des choses. Et donc ça a beaucoup bougé dans mon écriture à titre personnel. C'est-à-dire que je fais un peu un distinguo entre ces moments où, comme dit Paul Valéry aussi le matin, on peut se laver de tout ce qui s'est passé la veille et la nuit, et on écrit de manière au kilomètre, sans attacher d'importance à ce qu'on écrit, mais en tout cas ça fait toujours un bien fou d'écrire. À la main, c'est encore mieux pour le corps, pour la tête. C'est vraiment un truc physique, l'écriture. Je pense que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les ateliers. C'est les gens disent on lâche le mental, on n'est pas dans l'intellect, mais on laisse les choses aller. Donc, pour revenir à la question qui nous intéresse, je crois que dans les textes de fiction qui sont produits, alors moi, c'est vrai que je fais pas mal d'ateliers que je dis créatifs et littéraires, c'est-à-dire que j'ai une façon d'aborder les textes littéraires avec un côté plus, on va dire, farfelu, et avec beaucoup de contraintes, que vraiment très technique.
Moi, je suis pas une technicienne, j'ai pas fait d'études de lettres, je fais des études d'histoire de l'art et c'est encore autre chose. Mais du coup, j'aime bien ce chapeau, en tout cas l'image poétique, voilà. On crée des images quand on écrit aussi. Donc les gens, quand ils viennent écrire, mettons, une nouvelle, ça peut être quelque chose qui va s'inspirer d'un fait qu'ils ont vécu, qu'ils ont observé. La mémoire peut jouer, mais très rapidement, avec les contraintes d'écriture, il y a quelque chose qui fait que les gens vont se détacher de leur peau, de ce qui est eux, pour arriver vers des choses plus aventureuses ou qui sont moins autobiographiques. Ouais. Mais encore, ça c'est soumis à beaucoup de conditions parce que au fil de l'écriture, quand on est pris dans l'automatisme de la technique d'écriture, que tout ça vient et qu'on lève pas le nez de sa feuille ou de son clavier, on sait pas exactement ce qui se passe, on est dans une sorte de transe. Il y a Shadowist qui demande, il y a un côté thérapeutique du coup dans tout ça. On peut pas dire que c'est faux. Ça fait du bien, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on extériorise et le fait de le poser quand même de manière consciente avec des mots, c'est bénéfique et effectivement après on se sent mieux. Je pense que c'est clair qu'on a libéré quelque chose. Et du coup toi c'est quelque chose que tu ressens à la fois dans ta pratique d'écriture, quand elle est venue là comme une fulgurance, comme dans les ateliers. C'est oui, ça, absolument. des personnes qui viennent. Ouais, les participants se réjouissent. Il peut y avoir des moments un peu douloureux, mais voilà, si ça arrive, ça doit arriver et c'est très bien aussi que ça se passe. Donc pour répondre en gros d'où vient l'écriture de soi chez nous. Oui, est-ce que tu as ce besoin-là en tout cas est-ce que tu as eu ce besoin-là de te représenter à travers l'écriture ou est-ce que c'était lié effectivement à un désir de connaissance de soi, l'écriture? Déjà pour moi ça a toujours été un peu là, genre à l'adolescence et même de le rendre public avec les skyblogs. Voilà. Les skyblogs, combien d'entre vous connaissent les skyblogs? Oui. Levez le doigt. Donc avec cette idée que ça va être vu ce qui est écrit, alors que c'est un peu de l'ordre du journal quand même. Mais je crois que quand j'ai commencé à m'autoriser la possibilité de la poésie et de l'écriture, c'est quand je me suis rendu compte que c'était politique. Au Québec, avec un collectif de poésie, on était féministes, queer, et que je me suis rendu compte que c'était porter un message, porter une parole, et même en fait de parler de soi, parce qu'on est forcément pris dans le social par nos identités et aussi par le langage qu'on emploie. On ne peut pas se couper du social. Et pour rebondir peut-être sur le thérapeutique, moi c'est un mot que je ne sais pas trop ce que j'en pense parce que effectivement ça fait du bien, mais je pense que c'est impossible de dire que ça va guérir ou soigner et de ne compter que sur ça. Même si, je vais le dire tout de suite parce que je pense que je vais en reparler plusieurs fois, je m'intéresse à la psychanalyse et c'est quand même beaucoup se raconter en essayant de parler vrai et pour moi c'est très très lié ma pratique de l'autofiction et la psychanalyse. Il y a une question de faire le récit de soi aussi finalement dans ça. Coucou Lucie. Coucou. Et donc tu parlais justement de l'autofiction. Est-ce que ça c'est intervenu ou dans les ateliers ça intervient dans l'écriture non fictionnelle, donc par exemple lorsqu'on crée des personnages, lorsqu'on va créer une histoire, est-ce que toi par exemple là tu parlais de l'autofiction, tu t'es frotté un petit peu à la fiction? J'ai écrit du théâtre. Et du coup, comment ça rejaillit Et j'en réécrirai peut-être, je touche du bois. Je sais pas si c'est du bois. Du bois Ikea. Du bois Ikea. Mais moi, je trouve ça très très dur, la fiction. Le théâtre encore plus, je trouve ça beaucoup plus dur que la poésie. Et je crois que là où j'ai du mal, c'est que je me sens toujours un peu dans une fausseté, justement. J'arrive pas à trouver la justesse. J'ai tendance un peu à maquiller le texte ou à le forcer à prendre une direction qui n'est pas la direction qu'il veut prendre, qui n'est pas la bonne. Et je pense que c'est pour ça que
Dans la poésie, dans l'autofiction, pour le moment, il y a une authenticité qui est plus facile à trouver. Ouais, qui te parle plus aussi. Et toi ? Vaste débat, mais très intéressant. Ouais, je crois qu'il y a une histoire de... Tu parlais de justesse, ou d'être au bon endroit, je dirais aussi, en tout cas, pour y prendre du plaisir et pour que ça marche, quand on le lit aux autres. C'est vrai qu'il y a une histoire, bon, il y a le rythme, il y a tout ce qui est technique, mais il y a aussi savoir de quel point de vue on parle, du coup, et autoriser les voix de protagonistes qui sont pas soi, ou pas directement soi, parce qu'il y a toujours évidemment une forte part de soi, qu'on écrive du point de vue homme, femme ou non-genré pour aboutir à des choses plus marquées, etc. Enfin, je dis ça parce que moi j'ai fait des ateliers sur l'argot à partir de Frédéric Dard, donc ça je peux vous dire que ça a soulevé beaucoup de réactions de la part de femmes surtout, et j'en étais bien consciente, mais au demeurant ça a donné des choses totalement déconnante et où les rôles étaient inversés plutôt. Voilà. Mais du coup, il y a vraiment une histoire de pratique aussi, et de peut-être des fois de lâcher pour revenir dessus, laisser tout ça de côté, le laisser infuser, et puis après voir ce que ça peut donner. Mais il y a aussi peut-être pas mal de pratiques. Du coup, ça veut dire jeter des choses et après repartir sur un terrain où il y a des pousses qui sont là, quoi, où il y a des germinations qui sont en train de se faire. Parce que vraiment, c'est difficile, je pense, d'écrire de la fiction. Ouais. C'est difficile d'écrire la poésie du théâtre. C'est pas je trouve que c'est pas le même rapport à l'écriture non plus, quoi. En fait, c'est pas la même démarche. C'est pas du tout pareil. Puis il y a des fois dans notre vie, on va plus être tourné vers la poésie, d'autres fois vers le théâtre, d'autres fois vers la fiction, le récit. Parce que je pense que c'est des genres aussi qui appellent différentes choses, qui éveillent différents points en nous. Peut-être selon la question qu'on a envie de soulever, ou la façon dont on a envie de l'aborder. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, parce qu'on peut identifier aussi des thématiques récurrentes, par exemple, mais on ne va pas forcément les aborder de la même façon. Et moi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez justement identifié des thématiques récurrente qui quelque part je vois ton sourire qui parle de vous, quoi, et de votre rapport à la vie, au monde, et qui sont présentes finalement quelle que soit la forme que va prendre l'écrit, quoi. Bah, déjà, pour finir sur la fiction, je crois aussi que en fait on est toujours un peu dans la fiction, quel que soit le genre, parce que on met un discours sur quelque chose, donc il y a une distance, même si on dit voilà mon histoire, c'est forcément transformé. Enfin, même si je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée hier, c'est pas l'expérience que j'ai vécue hier, vraiment. Enfin, voilà, sur ce décalage là qui existe toujours. Voilà. Et sur les thèmes, c'est dur, parce qu'il faut pas trop s'étiqueter non plus, et pouvoir explorer un peu tout. Ouais, et en même temps ça rejoint, je pense, à mon sens, d'où vient aussi le désir d'écrire, quoi. Parce qu'il y a forcément des thèmes ou des questions qui nous animent plus que d'autres. On s'était amusé lors d'un apéro littéraire à en identifier quelques-uns en se renvoyant la balle, justement, comme ça, 3-4. Et c'était intéressant, quoi. Mais sinon, je dirais le corps, la douleur, les relations amoureuses, le désir. Je crois que c'est des choses qui reviennent régulièrement. Je peux dire aussi le corps, du coup, mais plus le plaisir. On est trois. La conscientisation du plaisir comme un élément hyper important. Mais comment l'écrire, comment le dire, de 1000 façons. Et moi, je vois les thèmes aussi comme des vagues, des choses voilà, le mouvement, l'onde qui part au loin, qui se fait oublier, qui revient. Moi, il y aurait le Japon, du coup, il y aurait des zones géographiques, et les États-Unis, alors que j'ai jamais été là-bas, mais il y a quelque chose qui m'attire dans ces deux coins. Et
et la bouffe, la cuisine, le gustatif. Ouais. Qui Ouais. rejoint aussi le plaisir. Ouais, absolument. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Oui, pour moi, c'est lié, c'est les perceptions. C'est essayer d'écrire aussi beaucoup à partir des 5 sens. Ouais. Il y a Shadowist qui a une question sur l'autofiction. Dans quelle mesure c'est fictionnel ou autobiographique ? Les personnages, l'intrigue, par rapport à l'autofiction. Très Shadowist, bonne question. très bonne question. Le Shadowist est toujours très pertinent. Bon, j'ai l'impression que ça transparaît. Alors, peut-être ça transparaît de manière plus littérale dans la construction des personnages, des protagonistes. Quoiqu'en même temps, dans l'intrigue, si c'est des parcours de vie ou des agencements d'étapes, ça peut être aussi tout aussi autobiographique. Aussi clairement autobiographique en tout cas. Mais en tout cas, je sais que sur la fiction, même si là la question ça porte sur l'autofiction, mais sur la fiction, il y a plein d'éléments de textes fictionnels qui sont clairement ancrés, distordus, mais après passés à la moulinette de la création et arrivent dans le texte fictionnel. Ouais, clairement. Et dans l'autofiction, la différence, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est un pacte avec les gens qui vont lire ou entendre. Croyez en ce qu'on dit. Et un devoir de plus ou moins de loyauté, quoi. Mais tout ça est encore extrêmement difficile parce que je crois que quand on est dans le truchement de la création, il y a le filtre du processus créatif et là, il se passe beaucoup de choses. Oui, et qui n'est pas forcément conscient. Sinon, peut-être qu'on ne pourrait pas créer. Oui. Donc, oui, parce que ça demande de se laisser aussi une liberté et puis un lâcher prise aussi. Un lâcher prise, quoi. Ouais. Clairement. Ah non, moi je n'ai rien de plus à dire sur cette distinction qui me semble très très floue, si ce n'est peut-être dans l'intention, quoi. Il y a une question d'intention. Ça vient chercher des choses différentes. C'est ça. À l'intérieur. C'est ça. Moi, mon premier manuscrit, j'avais défini ça comme de l'autofiction, justement. Parce que clairement, ça faisait... Je ne m'embarrassais pas forcément des personnages. Enfin, ils étaient très clairement inspirés de mon vécu. C'était une narration première personne du singulier, point de vue interne. Et ça reprenait des expériences de ma vie. Mais la forme, la structure ou la façon dont j'agençais, par exemple, les événements qui s'étaient déroulés, ça avait été remanié. Ça ne suivait pas, par exemple, l'ordre exact dans lequel j'avais vécu ça, parce que il y avait une structure que j'essayais de faire aboutir pour mener une sorte de fil narratif, quoi, tu vois. Et donc la part de fiction se situait plutôt à ce niveau-là, alors que le propos, l'intention et la voix qu'il portait, était clairement issue de mon expérience, quoi. Du coup, je m'étais dit, autofiction. Salut Marco Polo, qui découvre la chaîne grâce à Élise. Merci Élise. Bienvenue à toi. Et du coup, petit aparté, chaîne d'écriture, donc on fait des rencontres comme ça une fois par mois. Sinon, le samedi, normalement, on fait des apéros littéraires où on se réunit, les streamers de la chaîne, et puis on parle d'une thématique en particulier, mais en mode détente, quoi. Et après, surtout, on fait des rushs d'écriture. Donc, je sais pas si tu écris, Marco Polo, mais t'es le bienvenu pour écrire avec nous. Il y a le détail du planning, si jamais tu veux aller voir quand est-ce qu'on stream. Voilà. On avait parlé aussi, on a parlé le fait que ce soit... est-ce que c'est une démarche consciente ou inconsciente ? Et je pense que, par exemple, par rapport à l'autofiction, dans mon cas en tout cas, il y avait une démarche qui était clairement consciente, quoi. Après, dans d'autres écrits, d'autres genres notamment,
je pense que c'est plus inconscient et que ça se découvre au fur et à mesure. Est-ce que ça vous est arrivé, puis même à toi, tes écrivains, de partir, alors soit d'une idée, d'un nouveau projet, ou bien d'une nouvelle contrainte, d'une nouvelle consigne, et au fur et à mesure que cette démarche de connaissance de soi en fait se révèle, devienne consciente, où au fur et à mesure on découvre des choses, on met le doigt sur des choses et qui t'apprend peut-être une autre direction dans l'écrit. Est-ce que ça s'est déjà manifesté, où il y a des participants ou vous-même qui ont touché du doigt ça je l'avais pas vu, ou alors je savais que c'était en moi mais là je le conscientise, vous voyez ce genre de moment. Moi, je crois que ça m'arrive, mais vraiment avec du recul. Ouais. J'ai écrit le texte et très longtemps après, je le relis et j'ai une sensation d'étrangeté déjà. Et d'étrangeté, mais aussi de ce que tu viens de dire, de « Ah ben oui, j'ai exactement ressenti cette chose-là. » Mais oui, c'est peut-être l'étrangeté qui permet de se reconnaître. Ouais, clairement. Mais c'est un point que j'aimerais bien aborder avec vous aussi après par rapport à la lecture, parce que dans la lecture aussi, vous nous direz dans le chat ce que vous en pensez, mais dans la lecture aussi, on apprend aussi à se connaître et à connaître l'autre. En fait, il y a cette part d'étrangeté qui intervient, qui nous ramène à nous et qui en même temps nous rapproche de l'autre, qui est assez fabuleux quand même. Et Lucia, tu nous dis que la représentation de soi à travers l'écriture, tu sais pas si c'est un sujet qui te touche, c'est ça ? Mais que tu as connu de loin, voire pas du tout, et que tu as envie de parler à travers des univers, rentre dans cette thématique. C'est-à-dire, c'est un sujet que tu aimerais explorer, parce que toi, Lucia, si je me rappelle bien, tu étais présente la dernière fois. T'écris sur quoi, toi, en ce moment ? Sur quoi tu travailles, dis-nous, parce que, pour faire un petit peu le lien là, avec la représentation de soi. Et toi ? Est-ce que tu veux que je reformule la question ? Oui, je veux bien. C'est pas facile. Est-ce que toi, tu as la double casquette ? Oui. Donc, toi, dans ton expérience, dans ta pratique d'écriture, et ou dans les ateliers que tu animes, tu as pu toucher justement à ces moments où à partir t'étais partie d'une consigne ou d'une contrainte, ou juste aller écrire comme ça, tu vois, sans trop te poser de questions, et au fur et à mesure t'as touché à des choses, des éléments en toi qui ont été conscientisés, tu vois, où tu t'es dit ça oui, je crois que ça arrive assez systématiquement. C'est ce qui ressortait dans les sondages. Mais en effet, après on n'a pas toujours l'œil affûté pour le voir, ou on est persuadé d'être tellement sous le chapeau de la fiction que du coup, moi je sais que je peux mettre un voile dessus ou me dire tiens oui ça fait partie des obsessions ou de mes névroses, et puis c'est là comme ça, et après je vais pouvoir reconnaître par des détails peut-être, mais des fois il peut y avoir une intention vraiment forte et consciente, mais même si elle n'y est pas, il y a quand même des éléments d'autobiographie qui affleurent. Ouais. Et tu t'en rends compte dans le processus d'écriture, ou plutôt après coup Tout dépend en fait. Ouais. Vraiment tout dépend. Ça dépend de quoi ? Ah là là. Ça dépend peut-être de l'intensité, je sais pas, de l'intensité de la concentration au moment où j'écris. Ouais. Je sais pas, c'est assez fugace, c'est assez ténu comme. Oui, c'est difficile à saisir. Comme ouais, clairement. Comme moment. Au demeurant, le recul et le fait de le lire à voix haute, ça dévoile des choses. Ça donne une identité, ou ça donne une autre couleur. Ouais. Et chez tes écrivains, est-ce que tu as par exemple des expériences liées à ça dans des ateliers En fonction des personnes qui se livrent plus ou moins, qui parlent plus ou moins d'eux, des degrés de connivence qu'on peut avoir, moi, je peux reconnaître ou percevoir des choses qui font partie de leur vie, parce qu'on en a parlé juste avant, par exemple,
ou parce que ça fait partie de leur vie professionnelle. Mais là encore... Et eux Alors, il faut après en discuter, mais si on doit un peu généraliser, oui, je pense qu'ils arrivent à conscientiser les choses. Mais après, dans l'atelier d'écriture, il y a le moment où on écrit et il y a le moment où on lit à voix haute au groupe. Et du coup, la lecture à voix haute permet de partager les textes et d'avoir des retours, des commentaires de la part des autres personnes. Et avec les différentes oreilles, les différents auditeurs et auditrices qu'il y a autour, on va dire le curseur va être mis sur des choses différentes et qui en effet vont quand même grandement éclairer le texte qui vient d'être produit, parce que c'est du live aussi, l'atelier d'écriture, c'est on produit, on écrit et on lit, donc c'est du tout frais. Et du coup, là, oui, en général, il y a une grande richesse à entendre les voix des personnes autour. Et c'est vrai que ça permet de mettre en lumière des choses. Et est-ce que ça t'est arrivé, parce que dans les sondages, ce qui ressortait, c'est qu'effectivement, il y avait 53% pour qui le vécu s'infiltrait malgré eux, et effectivement, on écrit quand même toujours aussi à partir de soi, quoi. Pas que, mais bon, c'est quand même nous qui écrivons. Et est-ce que toi, par exemple, en atelier, t'as été confronté à des écrivains qui, une fois en fait cette part de vécu ou cette part de en fait découverte, ont ressenti un peu comme un blocage qui arrêtait ou Ah oui, alors ça oui. Justement, ça peut du coup des fois engendrer des épisodes un peu douloureux et qui vont être trop, alors pas forcément trop proches dans le temps, mais trop intenses, et là des fois il peut y avoir des blocages. Bon, ça c'est les expériences les moins faciles à vivre, surtout pour le participant, parfois pour le reste du groupe. Mais là, encore une fois, c'est vraiment des concours de circonstances qui ne sont pas du tout des choses que moi j'ai anticipées ou que j'ai voulu provoquer, quoi. Il y a un côté, du coup, comme on disait, on lâche quand même le mental et l'intellectuel. C'est aussi le sensible qui parle et l'émotion. Et parfois, il y a des choses qui sont clairement... même si on est dans un atelier où c'est la fiction qui va être notre guide, on peut pas mettre un mouchoir sur qui on est, quoi. On peut pas oblitérer tout. Clairement. Et clairement. Ça, c'est le moins facile. Et est-ce que dans l'écriture, donc là plutôt dans votre pratique d'écriture, le fait justement de découvrir une part de vous, ou de toucher à quelque chose qui était plutôt mieux sous le tapis, ça a généré un blocage ou est-ce que ça vous a déjà arrivé? Je veux pas voir ça, ou non, ça c'est vraiment moi, non, ce genre de... Je réfléchis un peu. Mais oui, il y a pas de souci. Si vous voulez, je peux prendre le commentaire de Lucia pendant que vous réfléchissez. Moi, Sauf si tu veux rebondir maintenant. Ouais. Lucia, je reviens vers toi juste après. Du coup, ce serait plus une forme d'autocensure ou de censure. Et à ça. Oui, alors ça, je pense que c'est aussi intrinsèque à la nature humaine, mais et oui, je pense que oui, elle existe chez les gens qui viennent écrire. Elle peut aussi se dépasser et s'évaporer au fil du temps, mais justement, je pense que le temps dans la pratique de l'écriture est aussi une donnée fondamentale, c'est-à-dire que pour aller plus loin, pour affiner les choses, il faut quand même de la pratique, de la confiance en soi, en l'animatrice, dans le groupe. Et les censures et les autocensures, oui, elles y sont, oui, clairement. Par exemple, quand je donne une contrainte et que je vois des yeux qui se plissent ou des expressions où je sens que certaines personnes vont pas vouloir aller là, et après on en discute, et elles pensent qu'elles vont pas pouvoir produire un écrit, elles pensent qu'elles vont pas pouvoir se mouler dans la forme qui est demandée. Là, c'est clairement parce qu'il y a de la censure, parce qu'on a peur tout simplement de ce qu'on va écrire. Est-ce que ça va... Alors,
pas tellement être conforme, mais est-ce que ça va être entendable, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a forcément un effet chez le sujet, dans le fait de dire quelque chose, quoi que ce soit, mais encore plus sur soi. Et moi, je crois que l'autocensure, elle vient plutôt de ce que je peux dire des autres. C'est plus des questions éthiques, parce que du coup, autofiction, écriture de soi, c'est pas juste soi. Il y a les relations autour. Bien sûr. Et moi, c'est plus là... Ouais. C'est une question que j'ai très très souvent parce que je trouve que c'est très délicat. Voilà. Ouais, clairement. Ouais, d'en même temps rester juste par rapport à son expérience et en même temps, il faut pas réduire les autres et il faut pas... Non, et en même temps, il faut que l'expérience soit... Enfin, elle a été vécue d'une certaine façon et c'est ça aussi qu'on cherche à retranscrire. Oui. Oui, ça me parle beaucoup parce que j'ai offert récemment le manuscrit que j'avais terminé, qui était de l'autofiction. Je l'ai offert à mon père qui voulait le lire depuis un moment. C'est pas le lecteur c'est pas le bêta-lecteur. Non, moi je m'en suis détachée en fait de ce manuscrit-là, tu vois. Mais pendant longtemps, je m'étais dit, non, en fait, ils liront quand tout le monde pourra le lire. Voilà, parce que ça dit des choses de soi, voilà, d'expériences vécues, etc. Et là, maintenant, je m'en suis suffisamment détachée. Et voilà, c'est un pan de ma vie. Voilà comment je l'ai vécu, avec tout l'amour que je te porte, et voilà. Bon, en plus, lui, il n'est pas très présent dedans, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a la question du rapport aux autres, et de leur réception. Et de leur réception. Ouais, clairement. Est-ce que toi, ça a déjà généré des blocages, du coup, où tu arrives à... Moi, je vais trop en dire sur moi, mais c'est comme tu veux. Ça crée un blocage tel que là, je suis en train d'écrire un roman, en tout cas de l'autofiction, et pour le moment ça s'appelle le roman posthume parce que je suis pas sûre d'arriver à l'assumer de mon vivant. Ok. Mais peut-être que c'est juste, je me piège moi-même pour avancer dans l'écriture. Hein. Je sais pas, mais en tout cas pour le moment ça m'aide de penser ça. Ok, ouais. Lucia, du coup, t'écris sur un univers égal au nôtre, mais il y aura également un univers qui évolue différemment et qui est beaucoup plus développé. Mais même dans cet univers, beaucoup de sujets sont encore sensibles, voire inférieurs à notre monde, que ce soit la place de la femme ou la politique. Et c'est franchement des sujets que je ne maîtrise pas, mais que je souhaite faire découvrir. Mais est-ce que c'est de la représentation de soi ? Ça, j'en doute, mais pourtant, ça me parle. Oui, de ce que tu dis, c'est qu'il y a un propos politique, finalement, dans ce que tu écris. Là, la représentation de soi, on en parle de manière, en fait, de la façon dont ça peut être conscient à travers une écriture... de soi, quoi, dont parlait Élise, par exemple, une sorte de fulgurance où on écrit et forcément il va y avoir beaucoup de nous dedans, ou au contraire dans des écrits qui sont plus entre guillemets détachés de nous, peut-être qui s'apparentent plus à de la fiction, comme là ça a l'air d'être le cas de ton texte. Dans quelle mesure cette part de soi, en fait, elle s'y révèle ou elle va influencer le texte, quoi. Mais du coup, s'il y a un propos politique, il y a sûrement aussi une question de vision, enfin de ton point de vue à toi sur la question. Et je bois un coup. Chadoniste. Un des trucs que j'aime avec la fiction, c'est qu'on a moins de scrupules à s'inspirer des gens. Bah oui. C'est sûr. C'est même délicieux. Pourquoi je suis passée à la fiction ? Puisque nos persos sont avant tout fictionnels. Eh oui. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est que pure coïncidence. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est chouette aussi pour ça la fiction, et ça permet aussi dans une certaine mesure de contourner la censure. Parce qu'on ne parle pas directement de soi, donc on s'autorise peut-être plus de choses qu'on ne s'autoriserait pas si on parlait directement de nous, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'expérimente un peu en ce moment. Donc, Oui, le chapeau de la fiction, et c'est pas non seulement utile, mais c'est vraiment, c'est dire, là, on est dans un espace de création, et on peut jouer
Parce que je Ouais. pense que quand même, il faut aussi dire que créer, c'est du plaisir Bah oui. et c'est du jeu. Oui. Sinon, on Oui. ne Oui, le oui, ferait oui. pas. Si Oui, c'était que clairement. de la souffrance Oui, oui, oui. et Oui, du oui. travail, de l'entraînement, de la régularité, de l'empêchement, non. Il y en a aussi, mais il faut que ce soit quand même fun et je pense que ça, on le découvre quand même en atelier. Mais en effet, bien évidemment, les inspirations, les gens qu'on va trouver, tellement de personnalités qu'on va trouver dingues, qui nous ont beaucoup marqué, pourquoi se priver de Ouais. d'en faire des personnages de romans, quoi. Il y a des gens extraordinaires, mais que ce soit par leur discrétion, leur côté fantasque, il y a des choses qui... voilà, c'est la vie, hein. Écrire, Ouais. c'est aussi une deuxième vie. Je sais Mm, plus mm, mm. qui... Enfin, voilà, c'est dit beaucoup mieux par plein d'autres auteurs, mais c'est vivre plus intensément. Ouais. Écrire et lire, donc... Ouais, je sais plus qui disait ça, que c'est une vie dans la vie. Ouais. Donc, clairement. Et ce sera jamais tout à fait cette personne précisément. Donc, Mais oui. allons-y. Tu voulais... Oui, non, mais voilà, enfin, sur ce décalage que je disais par rapport à soi, mais par rapport aux autres aussi. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à accepter pour les autres. Je pense que, bah oui, si je dis que tu es comme ceci, comme cela, c'est pas vrai. Enfin, il y a forcément un décalage avec la réalité. Ouais, clairement. Puis après, ce qui est chouette aussi dans la fiction, enfin dans la question de la représentation de soi et de son rapport aux autres ou à la vie dans la fiction, c'est qu'on peut l'insuffler de plein de manières différentes aussi. C'est que, par exemple, tel trait de caractère que j'ai vu chez telle personne, je vais le mettre dans tel personnage, mais ce personnage-là, il va avoir, je sais pas, le comportement d'une autre personne qui m'a marqué. Et effectivement, là, il y a cette autre vie qui se joue dans la vie, quoi. Où c'est il y a une recréation, quoi, qui est faite dans les personnages. Et c'est ce que je trouve très chouette aussi dans la fiction, parce qu'il y a quelque chose quelque part de moins direct, quoi, que dans l'autofiction aussi. Enfin, je sais pas si toi t'avais trouvé ça aussi dans le théâtre, par exemple, avec les personnages, ou le fait de pouvoir mettre de toi et mettre de ton expérience, de ton rapport au monde, de ton rapport à la vie, dans quelque chose de beaucoup plus grand, quoi, finalement, que juste sa propre voix. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui, parce que j'ai plus écrit des personnages très monstrueux ou très archétypaux, Un chapeau des chapeaux. Mais aussi parce que dans le théâtre, il y a aussi cette idée de catharsis, et j'ai l'impression qu'on peut vraiment mettre le pire, ou en tout cas voilà, le plus exagéré, le plus passionnel dans les personnages de théâtre. Oui, que serait la vie sans le drame ? Bien sûr. Bonne question. La catharsis est nécessaire. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Pauline, c'est vrai qu'il y a un côté aussi où on est démiurge. Enfin, on est en train de manipuler nos marionnettes qu'on crée au fur et à mesure du fil de l'écriture, et on façonne des personnages qui ont différentes facettes, et tout ça, c'est faire, c'est fabriquer, et c'est un peu comme le golem, mais qui a qui serait fait avec plein de terre, des goudrons, des plumes, enfin n'importe quoi, mais ces personnages doivent avoir une vraie existence, ils doivent être forts, je pense que c'est ça, et du coup pour ça on est obligé de créer et de tricher, enfin de grossir des traits, de faire en sorte que ce soit des personnages forts. Pas forcément caricaturaux, mais ce que tu veux dire. Ils doivent aimanter un peu, nous aimanter nous quand on les fabrique, parce qu'il faut qu'on s'attache à eux pour qu'ils puissent revenir assez longtemps, et qu'on ait envie de les faire évoluer, et puis que les personnes qui les découvrent vont s'y attacher un minimum.
Et c'est vrai que dans ce qu'on met de vécu dans nos écrits, parfois ça se ressent aussi à la réception. Enfin, par exemple, il y a un texte que je mets en ligne, dont je mets en ligne régulièrement les fragments sur Wattpad, qui est un texte plutôt léger. Enfin, le ton est léger, le propos ne l'est pas, mais le ton est léger. Et en gros, c'est un ado qui, à un moment donné, est dans la voiture avec sa mère. Et ils ont un souci de voiture. Et l'ado essaie de prendre en main la situation. En fait, il est en conduite. Enfin, il prend des leçons de conduite à l'auto-école. Ça se passe très, très mal. Et j'ai inséré un passage qui m'est réellement arrivé en leçon de conduite, en fait, où j'avais un moniteur qui m'avait dit mais tu conduis comme un agent immobilier, quoi. Enfin, genre, tu regardes pas la route, tu regardes autour de toi. Et je l'ai remis dans le dialogue, et j'ai eu 2-3 retours comme quoi, ce passage-là, mais il fonctionne vachement bien, et c'est du vécu, en fait. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y avait quelque chose de très vivant, et de... C'est très imagé. Voilà, très imagé, et ouais. Ouais, genre tu t'en fous de ton code de la route, par contre, tu fais une petite balade, quoi. C'est ça. Mais du coup, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y avait le naturel avec lequel ça avait été dit, en fait, qui avait été repris. Ouais. Mais voilà, mais la vie est déjà dramatique et drôle, alors pourquoi ne pas l'utiliser C'est ça. Et est-ce que aussi dans vos lectures, dans la lecture en règle générale, vous avez ce rapport aussi, cette démarche de connaissance de soi, est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont marqué, alors, tant au niveau de la connaissance de vous-même, des livres vraiment qui vous ont appris à mieux vous connaître, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'écrivaine, en tant que personne qui écrit. Je ne sais pas si vous avez des œuvres comme ça qui vous ont marqué, parce que là on parle de l'écriture, de la connaissance de soi à travers l'écriture, mais l'écriture à mon sens, elle est quand même très liée à la lecture, les deux se nourrissent beaucoup. C'est sûr. Voilà. Et donc autant parfois on peut tomber sur des livres qui vont nous marquer. Non, et je dis c'est sûr par rapport à lire, écrire, le lien pour moi est certain. Pour autant, il m'est arrivé souvent d'avoir des personnes en atelier qui me disaient mais moi je viens écrire, par contre je ne lis pas ou je lis très peu, et les références que vous présentez, que vous échangez entre vous, je ne les connais pas. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas non plus de bonne littérature. Bon, chacun va chercher ce dont il a besoin ou elle a besoin au moment M, et c'est comme ça. Et c'est très bien. Et du coup, c'est... à contrario, mon expérience me fait dire que moi, j'écris parce que j'ai lu. Mais j'ai pas lu de roman avant d'y être contrainte par mes profs de français au collège. Ah ouais ? Et du coup, est-ce que tu lisais avant ou est-ce que tu lisais pas ? Je lisais tout le temps. Ouais. Mais des bandes dessinées. Ok. Alors, Harakiri, Pluie glaciale, toutes les bandes dessinées, Gaston Lagaffe, Spirou, tout ce qu'on peut imaginer. Et sinon, les romans, pour moi, c'était un truc qui était dans une bibliothèque sombre, réservée aux parents, avec des livres sur la sexualité, des encyclopédies en 20 volumes comme il y avait à l'époque, tous les classiques. Et pour moi, c'était juste... Bon, s'ils l'ont lu, je vais pas... C'est bon, j'ai pas besoin de le faire. Ils l'ont fait avant moi, donc je n'y ai jamais été. Et pas avant 12-13 ans. Et là, il s'avère que pour moi, c'était évident. Voilà, ça faisait partie de ma vie. J'ai commencé à lire Zola, Yourcenar à 12-13 ans. Okay. Donc, c'était quand même pas non plus des petits ouvrages. Il y avait quand même une densité, une gravité. Clairement. Et là, j'ai découvert la saveur des mots. Tous les mots rares, le rapport au latin, au grec, et puis ce regard dans le rétroviseur, justement, comment on peut, à partir de personnages réels aussi, bâtir des œuvres de fiction, etc. Marguerite Yourcenar, par exemple, Les Mémoires d'Adrien. C'est tout à fait, alors c'est vraiment le gros bouquin qui, moi, à 12 ans et demi, m'a transformée. Voilà. Parce qu'elle lui donne vie. Elle écrit 300 ou 400 pages. Sur cet empereur.
Et il y a beaucoup de réflexion aussi sur la fabrication de ce texte au sein du texte Oui, même, quoi. oui, Voilà. oui, Et ça, carrément. c'est vrai que c'est extrêmement Carrément. passionnant. Ouais. Donc ça t'a plutôt Donc marqué. ça, c'est les apports de lecture. Mais aujourd'hui, la lecture, c'est... alors déjà, j'ai beaucoup moins de temps. J'ai honte de le dire, mais bon, j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour lire. Mais en même temps, ça ne me manque pas. Donc du coup, c'est l'été, sur la plage, que là, je dévore des pavés. Et sinon, tout le reste de l'année, ben, c'est plutôt des très courts textes, des recueils de poésie, des recueils de nouvelles, des florilèges avec des petits textes courts que je peux lire dans les transports en commun. Ok. Parce qu'en réalité, la journée, ben, c'est le travail. Et le soir, c'est plutôt se poser ou regarder quelques séries pour voir comment les scénarios actuels sont faits, ou aller au cinéma ou au théâtre. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'apprécie énormément l'été pour lire des grands pavés. Et j'ai été jury d'un prix littéraire l'an dernier, et je crois que devoir lire 56 livres en l'espace de 9 mois, avec une cadence très forte, ça m'a aussi calmée, T'as vaccinée. eu ta dose, C'est ça. c'est bon. Mais ouais, après la lecture, en ce moment, ce serait plus, de plusieurs années, c'est plutôt le Japon, et justement le lien à ce qu'on peut dire de soi, ou ce côté complètement étrange que Freud, Jung ont mis en avant, le Unheimliche, l'inquiétante étrangeté. C'est assez génial comme la littérature japonaise contemporaine peut le mettre en exergue et nous amener dans des environnements hyper dérangeants, avec une quotidienneté, une familiarité, des villes, des choses tentaculaires où tout est à portée de main et en même temps tout va basculer à partir d'un détail, d'une porte, d'une boîte aux lettres, d'une personne croisée, des choses évanescentes. Et ouais, ce côté me parle beaucoup. Oui. Et certains Américains, mais pas forcément des contemporains. Plutôt Richard Brautigan, ce vieux poète qui s'est suicidé dans les années 70, mais qui a écrit des choses qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Ouais. Alors, je reprends la question. Yes. Oui, bon, lire, moi, me fait écrire. Enfin, pas tout. Quand ça me plaît vraiment, ça me fait écrire. Et c'est plutôt de la poésie ou de la théorie. Et pour, du coup, aussi rester dans le thème de l'écriture de soi, il y a un genre que j'apprécie beaucoup et j'essaye de tendre vers lui. C'est l'autothéorie. Et c'est Preciado, Paul B. Preciado, qui a utilisé ce terme et qui a été réemployé par Maggie Nelson, qui a écrit Les Argonautes notamment. Pour moi, c'est vraiment ces deux figures de... c'est de l'autofiction, mais voilà, et comment aussi tu utilises des références théoriques et t'élabores une pensée, même à partir de ton expérience, une façon d'exemplariser, en fait, la théorie. Et ça, c'est quelque chose que j'adore lire et que j'espère faire. Ok. Et alors, j'ai une question par rapport à ça. Une question aussi, je me suis souvent posée. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est plus seulement dans... j'ai quelques éléments de réponse, mais moi j'aimerais avoir les vôtres. Qu'on n'est plus seulement dans de l'individuel, genre sur soi, quoi. Mais qu'on tend à un propos plus universel, qu'on est tourné vers l'altérité. Comment est-ce qu'on le sent, ça ? Parce qu'on pourrait se dire autofiction, tu parles de toi, quoi. Non, tu vois, les gens peuvent se reconnaître dans ton expérience personnelle. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est quand on est dans l'intime, finalement, que c'est une ouverture vers l'universel, quoi. Et pour moi, il y a quelque chose un peu du sexisme qui s'est fait dans l'histoire de la littérature, justement de distinguer l'universel pour les hommes et l'écriture de l'intime pour les femmes, alors que, aujourd'hui, avec toutes les lectures, on est capable de dire que l'intime est politique, est universel. Donc, l'intime est partout, clairement. Ah oui. Je ne vais pas encore parler de Paul Valéry, mais tu vois, j'adore aller au musée A7 et je trouve que c'est assez génial. C'est quelqu'un qui écrivait tous les matins entre 5 et 6 ou 5 et 7, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a pratiqué quand même cette écriture de l'intime. Et il était
de sexe masculin. Et il s'est jamais caché non plus de cette écriture-là, qui n'était ni romanesque, ni poétique, ni un journal voué à la publication. Et ça demeurait du domaine de son intériorité propre, qui lui permettait après d'entrer dans sa journée et dans d'autres univers, d'autres champs. Mais en effet, je pense que l'écriture de l'intime, c'est aussi une pratique universelle. Hein. Je pense que finalement, quand on écrit des textos ou des commentaires sur les réseaux sociaux, du coup, à on partir délivre une part de soi, qui est beaucoup moins construite, qui est très spontanée, c'est ça. et qui n'a pas vocation à durer, mais qui c'est ça, parce que pose. Et les hommes, comme les femmes, enfin comme tous les individus, ont cette il y a cette spontanéité, il y a quelque chose qui fait qu'on réagit, on pose. Et du coup, à partir de quel moment ça acquiert une valeur esthétique, une importance, qu'est-ce qui vaut le coup de partager, enfin qu'est-ce qui fait sens, et de quelle façon, et à quel moment on se dit ça, il y a aussi il y a un propos qui tend vers l'universel, et puis il y a quelque chose d'esthétique que je veux pousser, et Astruln, je reviens vers toi juste il pose un peu la même question. C'est pertinent. Astruln, du coup, c'est qu'après coup, si à la lecture de notre texte, le lecteur est touché, qu'on peut savoir si on a réussi à tendre vers l'universel. Donc, si le lecteur est touché, ok. Si le lecteur est touché, de sa réception. C'est gagné. Donc, mais du coup, parce que c'est bien aussi parfois de le sentir avant, avant que ça arrive entre les mains du lecteur, qu'on soit aussi assuré finalement d'une certaine portée, et de se dire oui, ça a une valeur aussi esthétique, ça, son propre lecteur. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on le sent, ça enfin, toi par exemple moi j'ai l'impression que c'est très trouble, et c'est la justesse dont on parlait tout à l'heure, et qu'il y a beaucoup d'instinct là-dedans. En fait, c'est aussi comment tu tries, quel verre tu enlèves et lequel tu gardes. C'est des sensations, quoi, et c'est vraiment très dur à exprimer. Est-ce que parfois tu te reposes sur de la technique, tu vois, des éléments techniques, ou pas du tout, tu fonctionnes vraiment uniquement à l'instinct? Dans l'écriture, oui, moi ça m'arrive de me donner une contrainte de figure de style ou de n'importe quoi pour cerner justement l'éventuelle, tu vois, valeur esthétique d'un texte, où tu te dis ça pourrait donner quelque chose, tiens, si je le pousse dans ce sens-là, ou tu vois, donc plutôt en travaillant la technique, quoi, de façon finalement plus consciente, ou bien est-ce que ça marche plutôt à l'instinct Un mélange des deux. Ouais. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, que dans un atelier, ou même toi en écrivant, il y ait ce moment de peut-être que ça peut donner quelque chose. Peut-être que il y a au-delà d'un propos qui m'est propre, qui fait sens, il y a peut-être quelque chose d'une esthétique, d'un style qui serait à pousser, et qui pourrait donner peut-être un bouquin, tu vois. Est-ce que c'est arrivé dans un atelier, ou pour toi? C'est compliqué parce que je pense qu'il y a aussi la subjectivité. C'est sûr qu'il y a la subjectivité de la réception, mais oui, je pense qu'il y a effectivement des choses que l'on sent, et qui, quand on les écrit, ça paraît tellement fluide et coulé que c'est comme si on tenait quelque chose, même si c'est pas long, même si c'est pas forcément, même si c'est pas des textes longs, ça peut avoir une épaisseur, une densité, ouais. Parce que... Et en atelier, pardon. Non, vas-y. Sur les textes que les gens vont produire, c'est vrai que c'est quand même beaucoup la réaction à chaud, entre guillemets, même s'il ne faut pas se fier qu'à ça, mais c'est vrai que quand on rit, quand on est touché par un texte, généralement, tout le cortège des personnes ressent et exprime quelque chose. Mais ça peut venir aussi a posteriori, avec des envois de messages, avec des coups de fil, avec une discussion sur tel ou tel texte.
Et dans ces moments-là, justement, est-ce que c'est plutôt l'émotionnel qui est sur le devant de la scène? Ah, ça m'a fait rire, ou ça m'a rappelé tel truc, ou ça m'a touché parce que j'ai vécu ça aussi. Ou bien ce qui va ressortir, c'est ah bah ça, la façon dont tu l'as écrit, c'était intéressant. Alors, c'est sûr que l'impact au niveau sensoriel, émotif est assez prédominant, j'ai l'impression. Et c'est pas parce qu'une poésie va être écrite en alexandrin, en distique ou avec des rimes ABBA à chaque fois que ça va marcher. Pas du tout. Hein. Oui, non, je crois que là, clairement, non. Ouf. Ouais, non, vraiment. Quelque part. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre du... Oui, il y a une opération qui se fait entre le cœur, le ventre, la tête et les mains. Je vous enverrai le lien, mais il y a un article qui s'appelle « Comment le texte touche le corps ». Et c'est incroyable parce que ça parle vraiment de la réceptivité du lecteur et comment ça touche pour de vrai. Enfin, c'est pas qu'une image de dire ça. Et du coup, dans ta question de est-ce que le texte touche, enfin, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de le partager, je pense que c'est la personne qui écrit est-ce que je veux toucher le lecteur? Il y a une question d'intention. Carrément. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre une écriture qui va être tournée vers soi et une écriture qui part de soi mais qui veut toucher l'autre. C'est ça, celle que tu gardes pour toi dans ton carnet parce que vraiment c'est pas intéressant pour les autres, et celle tu veux clairement toucher quelqu'un. Clairement. Oui, on n'écrit certainement pas de la même manière quand on veut adresser le texte que quand on est dans une forme de gymnastique ou de libération, quoi, juste expurger des trucs ou se faire même plaisir. Enfin, je veux dire, des listes de mots, par exemple. Moi, je sais que c'est un de mes grands kiffs. Ouais, les listes de mots. Les listes de mots. C'est-à-dire comment moi, j'ai jamais fait ça, les listes de mots. Alors. Une sonorité, une odeur, un mot. Enfin, plutôt, moi, ce serait plus au niveau auditif, mais en même temps visuel. Faut que je le vois. On retrouve les sensations. Oui, bien sûr. Je peux faire une liste de mots sur mon smartphone, sur un bout de papier. Il peut y avoir, je sais pas, 10 mots comme 150 mots. Voilà. Et ça me fait du bien. Ok. C'est tout. Et parfois, je n'ai aucun usage de ça derrière. D'accord. Mais je les garde. C'est Okay. un peu comme des petits talismans. Ouais. Parce que là, il s'est passé quelque chose dans le marasme. Finalement, c'est ton petit jeu à toi avec le langage qui te permet de rester connecté aussi avec les mots. Et Absolument, de ne pas les laisser s'échapper. Les collecter. Ouais, ça, pour moi, c'est la base. Peur de perdre la mémoire des mots et peur de perdre quelque chose. Fixé, mais pas trop non plus. C'est paradoxal. C'est un peu un entre-deux comme ça. Et oui, je voulais te... Oh, c'est moi qui avais mis un commentaire. Oui, je voulais te demander pourquoi le Japon, du coup? Alors, une attraction, une attirance pour, je pense, à la fois l'étrangeté, la grande distance qu'il y a entre les manières de vivre. Alors, en Asie, en fait, vraiment, ça me touche pas trop. Mais le Japon, ça exerce une fascination sur moi depuis visiblement que j'ai 8 ans. C'est ma mère qui le dit, c'est pas moi. Alors que je n'y suis jamais allée, que mes parents ne voyageaient pas et que j'habitais dans un village perdu. Donc voilà, c'est arrivé, je ne sais pas comment, mais ça n'a cessé de me fasciner. Mais je pense qu'il y a des choses du côté de l'extrême codification. Moi qui suis totalement intuitive, je pense que ce truc, ça me rassure. Je le lis comme ça. Il y a aussi, dans les images produites au Japon, il y a quelque chose qui est radicalement différent aussi des images qui sont produites en Occident. C'est pas la même perspective, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes corps, c'est pas les mêmes
représentation de la nature, et tout ça est hyper codifié, comme si c'était passé par un scan mathématique, je sais pas, et ça me rassure beaucoup, ça me cadre, et en même temps, ils expriment dans leurs différentes techniques artistiques, que ce soit les tambours, les dos, que ce soit les estampes d'il y a 300 ans, que ce soit la photographie, les différents arts érotiques et leur littérature. Il y a quelque chose d'un peu barré quand même, vraiment, qui moi me fait du bien, parce que c'est posé dans une enveloppe artistique. Et est-ce que tu aurais des bouquins à recommander que t'as lus, Oui, je vois que chez toi il y a Murakami. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à finir sa trilogie. Murakami, je l'ai lu quand j'étais au lycée. Ouais. J'ai adoré, et après j'y suis revenue l'été dernier avec Le meurtre du commandeur 1 et 2. Ah, j'ai pas lu, tiens. Les 2 tomes sont assez épais. Okay. Parfois je trouve qu'il nous balade un peu, mais ça doit être aussi une demande de son éditeur. Il faut produire, c'est le page turner, tenir le lectorat en haleine. Au demeurant, c'est intéressant. Et puis Yoko Ogawa, qui est une autrice contemporaine qui est traduite dans je ne sais pas combien de langues, mais qui a un univers particulier. Tout n'est pas excellent, mais il y a quelques romans qui sont vraiment spéciaux. Okay. Sur la mort, sur le rapport aux disparus, aux défunts, sur le rapport à la dépendance. Il y a quand même quelque chose du côté du fantôme aussi, du Japon, chez les Japonais, qui, moi, me parle beaucoup. Parce que j'ai l'impression que quand j'écris, je dialogue avec des fantômes. Donc, du coup, il y a ce truc, et c'est vital. Et ça, il le pose, je trouve. Quignard dit écrire, c'est voir l'absent. Bah voilà, Quignard, j'adore. Ouais, c'est hyper profond. Pascal. Ouais, Pascal. Ah ouais. Pour les intimes. Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimez retrouver justement dans les textes que vous lisez, voir la part de l'auteur aussi, soit se mettre à nu ou ou plus légèrement juste voir que là c'est l'auteur qui parle, où il y a quelque chose de vivant. Qui est certainement lié à du vécu ou, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez retrouver ou bien tout simplement quelque chose auquel vous êtes sensible? Ouais. Moi je sais que c'est quelque chose que je cherchais beaucoup dans mes lectures avant et maintenant beaucoup moins. Et c'est drôle parce que je trouve que ça c'est en lien, parce que souvent on lit et on écrit, on n'est pas dans un vase clos, quoi. Donc c'est en fonction de ce qu'on vit, de là où on en est, etc. Et moi, avant la vingtaine et puis début de la vingtaine, je cherchais à me confronter dans mes lectures à des expériences fortes, vivantes, intimes aussi, beaucoup. Et là, ce n'est plus ce que je recherche nécessairement, quoi, dans ce que je lis. Du coup... de votre côté, est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, à quoi vous êtes sensible, ou au contraire c'est un peu ça va arriver comme ça au cours d'une lecture, ou bien c'est vraiment quelque chose que vous recherchez, quoi, en littérature, ce contact là? Moi je crois qu'en fait de par mes choix de lecture, effectivement il y a de ça. Parce que la poésie, parce que la théorie, quand je dis théorie, c'est pas la théorie des mathématiques, c'est la philo, la psychanalyse, la sexualité, donc je cherche ça quand même à me reconnaître dans des expériences personnelles, même si une des dernières lectures qui m'a marquée, moi, c'est Queer Phénoménologie de Sarah Ahmed, et elle peut passer des longs moments à écrire juste sur le fait d'être devant une table. Et voilà, c'est la phénoménologie, mais c'est l'expérience, oui. C'est me retrouver et chercher à creuser vraiment l'existence, enfin le fait d'être au monde. Ouais. Ouais, moi j'avais beaucoup cette exigence ou ce besoin, vraiment, et je l'ai encore en fait.
Maintenant, peut-être je procède légèrement différemment, mais par exemple, j'aime bien essayer de lire beaucoup de livres d'un auteur ou d'une autrice pour essayer de capter ses idées fixes, ses obsessions, ses façons de faire. Ok, oui, donc aussi pour le style. Ouais, et du coup, je pense que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je lis la personne à travers ces choses que je vais reconnaître, qui sont des choses récurrentes, des éléments récurrents. Ou si j'écoute une interview ou une émission de cette personne, ou que je lis une coupure de presse et que j'arrive à reconnaître ça, après je vais aller creuser ça, essayer de voir comment cet élément de sa vie transparaît. Je suis très indiscrète quelque part. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des textes comme ça qui vous ont marqué dans le chat. Et je me souviens particulièrement d'avoir lu beaucoup de bouquins de Stefan Zweig, qui a écrit beaucoup de biographies d'une manière quand même assez brillante, jamais ennuyeuse. Et je me disais, forcément, Zweig qui se livre complètement à travers tous ces personnages qui sont battus, rebattus, qu'on a l'impression de connaître par cœur. Et je pense que c'était aussi lire qui il était lui, quoi. Ouais, vous avez des auteurs du coup comme ça qui vous ont accompagné durant certaines périodes de votre vie? Marguerite Duras, pour le coup l'écrire intime et en plus rabâcher, vraiment ah oui, elle va au bout. C'est vrai que c'est une histoire, mais dans plusieurs romans. Mais nous aimons Marguerite. Elle décline. Ah oui, on aime toutes les Marguerites. Ouais, Duras. Bah ouais, forcément. Ouais, Duras, je suis d'accord. Yourcenar aussi, même si c'est vraiment différent, mais quand même. C'est différent. J'aime beaucoup cette manière de. Elle était quand même. C'était une sacrée bonne femme aussi, quoi. Lesbienne, qui a vécu dans un coin paumé, qui devait être magnifique, avec sa compagne. Elle a traduit des négros spirituels, elle a traduit du grec ancien, elle a traduit du japonais. Enfin, moi, je veux dire... Ouais, je crois qu'il y a tout chez elle, pour moi, quelque part. Elle vivait avec son chien, elle faisait son pain. Il y a un truc très terrien chez cette femme qui était une aristocrate. Et je pense qu'elle avait une grande liberté aussi. Différente de Duras, mais vraiment... il y a quelque chose, de fort. Moi, celle que je trouve très forte, c'est Virginia Woolf. Parce que je trouve qu'elle a une capacité à ne jamais franchement parler d'elle, mais à mettre énormément d'elle, non seulement dans les personnages, mais aussi dans la forme, dans le style qu'elle va impulser dans l'œuvre, quoi. Et ça, c'est très fort, je trouve. Parce que tu la sens toute entière, et pourtant... ça ne parle pas d'elle, quoi. Directement. Ou contrairement à Marguerite Duras, il y a quelque chose qui est beaucoup moins... qui n'est pas rabâché, qui n'est pas... Tu vois, ça incarne dans plein d'histoires différentes, dans différentes formes, et à chaque fois, ça sert le propos de l'œuvre, quoi. Tu vois moi qui m'avait marqué, alors on peut plus les trouver en librairie, je crois qu'ils sont plus édités, c'est les carnets de jeunesse de Simone de Beauvoir. Et j'avais énormément aimé, et il m'avait fait énormément de bien, ces carnets de jeunesse. Je les avais découverts début de la vingtaine. Et Simone de Beauvoir, on entend souvent parler féministe, etc. Et ce qui est vrai. Mais j'avais trouvé dans ces carnets de jeunesse un rapport à la vie qui était beaucoup plus large en fait que cette image qui lui est attribuée, quoi. Sa construction aussi. Ouais, et sa construction, c'est ça. Et là pour le coup c'était clairement de l'écriture de soi, quoi, vu que c'était ces carnets de jeunesse, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que je sentais que ça tendait profondément à l'universel, quoi, même dans l'écriture de l'intime, qui était c'était un espace intemporel. C'était son journal, quoi, et après ils ont été publiés, quoi. Mais c'était drôle de sentir cette aspiration à l'universel au cœur même d'une écriture intime, quoi, en fait, que c'est déjà là.
Bon, bah alors, si tu parles de Simone, romancière plus, Violette Leduc. La Famée, La Bâtarde, Thérèse et Isabelle. Pour moi, elle arrive. Ah, ben, par exemple, Violette Leduc, clairement, c'est quelqu'un que je lis et je me dis, elle vient d'écrire quelque chose que j'ai toujours fait ou toujours ressenti, mais jamais vraiment verbalisé, quoi. Et pour moi, elle n'arrête pas de faire ça. Mais parce qu'elle est aussi, elle est sans pitié avec elle-même. Et je pense que c'est ça qui fait que, elle est juste. Ouais. Il y a chez Minuit aussi, je sais pas si vous avez lu ça, c'est paru il y a pas très très longtemps, c'est Ça raconte Sarah. Ah, je l'ai pas lu encore. Pauline Delabroix. Ouais, ça part d'une expérience vécue pour le coup, et c'est extrêmement bien écrit. Et elle arrive à saisir des moments, à les retranscrire d'une telle façon que tu t'y sens impliqué en fait. C'est une écriture aussi qui est sensuelle, qui est vraiment. Voilà. Ça raconte ça. Je regarde un petit peu nos points. Est-ce qu'on a d'autres éléments à aborder ? Est-ce que vous avez des questions, vous, dans le chat pour Miel et Élise ? Je remets les liens. Je pense qu'on commence à faire un petit peu le tour. Ah si. J'ai une question. On parle de la connaissance, de la représentation de soi et de la connaissance de soi à travers l'écriture. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'essayer de chercher des réponses ? Ah oui. Ah oui. Ouais. À tout. Ouais. Et puis écrire, c'est exposer, même si c'est que devant soi, en tout cas c'est sortir les choses de l'intériorité, de l'intime, ça passe à l'extériorité, à l'extime. C'est Michel Tourny qui l'avait formulé, mais ça c'est vraiment un mot qui est Vous avez vu bien. Le vocabulaire c'est qu'on sort super. Ce soir quand même. Extime, il avait écrit Journal Extime, c'est très beau. Mais on peut tous le faire, je veux dire, c'est pas besoin d'aller voir Michel Tournier, mais du coup c'était quoi déjà? Tu trouver des réponses. Voilà. Oui, donc du coup c'est répondre à des questions, et c'est aussi poser plein d'autres questions, et c'est ça qui est Mais d'ailleurs il y a une question pour toi. Assez fabuleux, quoi. Mon format d'atelier d'écriture préféré, la journée, Je crois que les gens qui me connaissent le savent. Oui, la journée ou le week-end, c'est clair. Un week-end complet ? Ah oui. Je vous embarque. 10h, 18h, oui, c'est... Et comment se passe alors une journée d'atelier d'écriture ? On souffre. Non, sérieusement. De toute façon, le rythme, il est toujours le même, c'est contrainte. Ouais, tu commences par une contrainte, tu proposes... Ouais. Enfin, pardon, non, attends. S'il faut rentrer un peu plus dans le détail, déjà, on se présente, les gens disent un peu d'où ils viennent, ce qu'ils attendent, même si, en réalité, je suis pas sûre que ce soit simple de le formuler ou qu'il y a vraiment une attente. Mais en tout cas, on se présente. Et après, il y a un topo sur le sujet qui va nous occuper. Parce que les gens, s'ils sont venus à tel atelier, c'est parce que c'était celui-là et pas un autre. Ouais. Donc du coup, en général, j'amène du contenu, des polycopiés, et puis on fait une lecture à tour de rôle, et comme ça, on peut se mettre dans l'ambiance. Ça commence par de la lecture. Ouais, exact. Et du coup, on a les voix de chacun, de chacune, et ça permet de faire circuler les énergies. C'est très important. Et après, moi, je leur explique comment va se passer la journée 1, un petit peu plus légèrement la journée 2, si c'est sur 2 jours, et je leur énonce le nombre de contraintes, même si j'adapte toujours au groupe, à l'énergie, à ce qui se passe.
Et après, c'est un peu le déroulé classique, énoncer des contraintes. Alors plus ça va, plus elles sont serrées, mais comme je vois que c'est ce que les gens aiment parce que ça les fait écrire, j'hésite plus, c'est... après, écriture, et après, lecture à voix haute, échange, retour, et puis ainsi de suite. Est-ce que tu as des contraintes préférées? Celles que tu aimes bien donner ou qui, je sais pas, par exemple, permettent de libérer une parole plus qu'une autre, tu vois? Je sais pas si vous parlez des fois de l'Oulipo, ici, l'ouvroir de littérature potentielle. Bon, moi je suis pas fan. Non, mais alors, attends, moi non plus, c'est pas ma chapelle, mais il y a quelques trucs qu'ils ont posés, il y a notamment le logo rallye. Bon, ça marche bien. Est-ce que tu peux ouais, alors logo, c'est le discours, c'est le langage, c'est la parole. Et le rallye, c'est le fait d'aller vite, de pas lever le nez de ce qu'on est en train de faire. Un peu comme l'écriture automatique. Il y a un côté automatique, sauf que moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner un incipit, c'est-à-dire un début. Soit c'est un morceau de phrase, soit c'est la phrase en entier. On écrit au débotté. Et après, je vais demander à chaque personne, je donne le prénom de la personne et la personne lâche le mot qui arrive et qui ne doit pas être un mot auquel la personne a réfléchi. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait une écriture qui est contrainte. Les mots sont des mots repères, un peu comme des cailloux. Donc on va les retrouver dans chaque texte. Et on va avoir un jaillissement d'univers déjà extrêmement différent. Et on s'aperçoit qu'il y a une logique quand même, qu'il y a une construction supposée ou réelle. Mais il y a quand même une construction. On n'écrit pas sur rien. Et ça permet aussi de faire prendre confiance dans le lâcher prise et dans l'écriture comme ça un peu automatique. Parce que souvent il y a des appréhensions. Voilà. Donc ça j'aime bien. Et après j'aime bien utiliser par exemple des enveloppes que je vais préparer pour chaque personne et dans lesquelles je vais mettre plusieurs choses, un peu comme une enveloppe surprise, une pochette surprise. Passer par une image ou passer par des mots découpés dans les journaux que je mélange avec mon écriture, que je mets sur des post-it. Ça fait un peu corbeau, ça fait un peu... Je pense que ça crée à la fois qui est mon écriture et des mots découpés dans la presse. Ça... Et chaque personne n'a le même, donc du coup ça induit des surprises à venir. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est très clair, mais bon. L'atelier d'écriture aussi, parce que on part finalement d'un support étranger, d'une contrainte, etc., pour faire surgir ce qu'il y a en soi. C'est chouette aussi de voir ça. C'est un rebond. C'est que j'ai besoin aussi de cette altérité pour en venir à ce qu'il y a en moi. Shadoniste qui nous dit qu'il adore le logo rallye. Simple mais efficace. Pratique des ateliers d'écriture, alors visiblement. Oui, oui, tout à fait. Et toi, par rapport je crois que c'était ça ma dernière question. C'était ta dernière question, la contrainte. Préférée. Ouais, les contraintes. Non, c'était pas ça, c'était les réponses que l'on... Ah oui, trouver des réponses. Ouais, voilà. Oula, pardon. Non, mais c'est parce qu'on a... Non, mais c'est très bien. Digression. Bah oui. Ma bonne dame. Oui, et je crois que la nécessité d'avoir toujours un carnet sur soi, c'est ça aussi. Tu sais pas à quel moment il va y avoir une confusion dans l'esprit qui fait que tu as besoin de noter quelque chose et de chercher. Et c'est chouette parce que tu dis confusion et non pas révélation, parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'écriture qui va te... ça y est. Et non, confusion. C'est qu'il y a comme un besoin de sens ou un besoin de... un conflit même interne. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est mettre de l'ordre aussi, quoi. Ou essayer en tout cas d'aller chercher. Et comme tu disais, poser d'autres questions. Enfin, ne pas s'arrêter à une réponse. Et c'est en ça aussi que peut-être l'écriture est infinie et qu'on n'a pas fini d'écrire. Ouais. C'est très addictif. C'est bon, hein. C'est bon. Ouais. Et en plus, l'écriture se nourrit aussi de la vie, donc c'est
Ouais. Que demander. Que demander. Est-ce que vous avez d'autres éléments vous à ajouter Parce qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je rebondis sur le dernier truc de C'est bon. Ouais. Ça me fait penser à Roland Barthes et Ah. au plaisir du texte. Merci. Et notamment, dedans, il fait la distinction entre le plaisir et la jouissance. Et il dit que la jouissance, c'est l'indéchiffrable. Donc voilà, autant l'expérience, par exemple, de la sexualité que dans le texte. Et moi, je pense que j'aime autant la poésie parce que on pose des choses... Voilà, on va parler de soi, mais c'est quand même avec beaucoup de zones d'ombre et de manque. Et c'est peut-être là qu'on est au plus proche de l'expérience humaine, dans cette indéchiffrable, dans cette confusion, comme on vient de dire. Ouais. C'est Bergson qui parle aussi de l'ineffable dans le langage, qui est toujours finalement quelque chose d'indicible, en fait, dont on essaie de s'approcher un maximum, mais qui, quelque part, nous échappera toujours un petit peu. Quoi. C'est ça. Il faudrait tous les mots de toutes les langues de la Terre pour essayer de... Et en même temps, d'y tendre. Hein. C'est aussi pour ça qu'on écrit. Absolument. Bien. Sur ces belles paroles. Cette invitation à l'écriture et à la vie. Écrivez et lisez. Carrément. Merci à vous d'être venus. C'était chouette. Grand plaisir. Et ouais, donc samedi prochain, retour des apéros littéraires. Voilà. Et demain, vous avez un rendez-vous World Building avec Mathieu à 14h. Voilà. Et lundi, on reprend les rushs, on reprend les bonnes habitudes. Voilà. Merci d'être resté avec nous. Donc oui, vous avez le lien pour le recueil de Miel et sa chaîne YouTube et l'Instagram d'Élise. N'hésitez pas à y faire un tour. Nous, on vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et à bientôt. Au revoir. Salut. Merci. Bye.